Alors, il me fait plaisir aujourd'hui d'accueillir Anne-Claire Museau, qui est diplômée de l'Institut régional de travail social de Bretagne. Anne-Claire est actuellement étudiante à la maîtrise en service social à l'Université Laval. Et ses différentes expériences professionnelles en tant que travailleuse sociale en protection de l'enfance l'ont incité à se former à la communication non violente, approche également désignée par le terme communication consciente développé par Marshall Rosenberg, psychologue clinicien américain. Puis, Anne-Claire poursuit un processus de certification dans ce domaine. Alors, elle s'intéresse à l'ensemble des enjeux relatifs à la question des savoirs professionnels, notamment dans le champ de la communication et plus spécifiquement dans le contexte de la collaboration interprofessionnelle. Alors, elle travaille aussi au sein du RCPI, qui est le regroupement collaboration interprofessionnelle, c'est ça? Le réseau de collaboration. Du réseau, oui, tout à fait. Collabore à l'élaboration d'un module d'apprentissage en ligne sur la prévention et la résolution de conflits. Alors, je lui cède la parole pour qu'elle puisse aborder avec vous ce sujet qui lui tient très à cœur et auquel elle consacre beaucoup de temps de ce temps-ci. Je te laisse la parole. Merci Marie-France pour cette introduction. Bonjour à tous. Bon appétit d'abord. Je suis vraiment contente de vous retrouver ce midi, puis étonnée de voir des têtes que je connais. C'est ça ce qui vous a fait venir aujourd'hui. Le thème qui nous intéresse, c'est la communication consciente, un savoir-être au service d'un savoir-agir ensemble. Peut-être avant de commencer, je souhaiterais vous proposer un exercice un peu particulier qui va vous amener à poser vos fourchettes pour 1 minute ou 2. C'est que ma proposition, et c'est une proposition, c'est de fermer les yeux pendant 1 minute, de repenser à une situation au cours de laquelle vous avez spontanément apporté votre aide à quelqu'un. Donc juste de repenser à cette situation où vous avez apporté votre aide à quelqu'un. Puis là, tout de suite, quand vous rouvrez les yeux, qu'est-ce qui est présent à l'intérieur de vous? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous sentez dans l'ici et maintenant quand vous vous rappelez ce souvenir? S'il y a 2-3 personnes d'entre vous qui veulent partager en un mot, qu'est-ce que ça suscite, ce souvenir? Oui. De l'affection. De l'affection? Oui. La reconnaissance pour l'accueil de l'autre, de l'accueil de l'autre. La reconnaissance. Toute l'idée de faire ensemble, de réfléchir ensemble. Ok. Fait qu'on voit que repenser à un contexte dans lequel vous avez apporté votre aide n'est pas neutre intérieurement, c'est-à-dire que l'évocation de ce souvenir vous remet pour l'ensemble d'entre vous, puis on pourrait faire l'exercice avec toutes les personnes qui sont présentes, dans une situation intérieure agréable. Pourquoi est-ce que je vous pose cette question, je vous propose cet exercice, c'est pour vraiment introduire sur cette question de l'entraide, de la solidarité, de la collaboration. Une première photo de famille pour faire du lien sur ce sujet. Est-ce que vous êtes capable de reconnaître qui est ce barbu? Mandel? Non. Darwin. Effectivement, c'est Darwin. Donc j'ai commencé l'album de famille par Darwin puisque c'est le premier qui s'est intéressé il s'est intéressé en tout cas aux relations entre les individus pour développer sa théorie de la sélection naturelle, au cours de laquelle il a conceptualisé l'idée selon laquelle, en tant qu'individu, notre survie, la perpétuation de l'espèce est au cœur de notre processus. À la même période, un autre barbu, un peu moins connu, avec un nom encore plus difficile à prononcer, Kropotkin, un russe anarchiste, géologue,
Mais ce qui fait que celui-ci est intéressant dans la perspective des travaux de Darwin, c'est que lui a été d'une certaine façon en opposition avec les postulats darwiniens. C'est-à-dire que lui a défendu l'idée qu'effectivement, en tant qu'espèce, on a à cœur la perpétuation, mais à partir d'une dynamique d'entraide. Donc il récuse le postulat darwinien selon lequel la compétition est constitutive de notre développement. Donc lui, il a plus spécifiquement publié un ouvrage qui s'appelle justement L'entraide, où le postulat fondamental, c'est que la collaboration, l'aide mutuelle est au cœur de notre espèce humaine. Troisième image, je mettais à la blague que j'aurais pu mettre Serge Dumont comme troisième barbu juste après, mais il n'est pas encore passé à la postérité, donc on va attendre un petit peu. Troisième image, il a moins de barbe que les autres, mais il n'en est pas moins intéressant. Jérémy Rifkin, c'est... je ne sais pas s'il veut rentrer. Oui, c'est bon, merci. Donc Jérémy Rifkin, pour ceux qui le connaissent peut-être, ça va être à travers son ouvrage La fin du travail. Donc c'est un diplomate spécialiste de prospective économique et stratégique qui a publié en 2011 un ouvrage de quelques 700 pages qui s'appelle Une nouvelle conscience pour un monde en crise vers une civilisation de l'empathie. Donc le volume de l'ouvrage peut donner l'impression que ça va être rebutant, sauf que ces postulats sont tellement inspirants de mon point de vue que ça permet de passer à travers. C'est-à-dire que dans la lignée de Darwin et de Kropotkin, lui, ce qu'il défend, c'est l'idée qu'en tant qu'espèce, depuis la nuit des temps, ce qui a favorisé notre développement, ce qui nous a permis d'en être là où nous en sommes aujourd'hui, c'est notre capacité naturellement à nous offrir de l'empathie. Donc lui, il a repris tous les livres d'histoire depuis le début et il a fait en sorte de récuser l'idée selon laquelle, en tant qu'individu, on est égoïste, individualiste, on pense qu'à nos propres intérêts. Donc il a été, c'est ça, en mesure de prendre différentes études, différentes recensions des écrits, autant dans le cadre de la biologie que de l'économie, que des relations interpersonnelles, pour démontrer qu'en tant qu'homme et que femme aujourd'hui, l'empathie, c'est vraiment la grille de lecture qui nous a permis d'arriver à ce stade de développement. Est-ce que ça va jusqu'à présent ? Cette mise en contexte historique me permet d'arriver à cette idée de savoir agir, savoir vivre ensemble. On entend souvent dans les discours assez importants savoir vivre, puis je crois qu'il y a un document, le savoir-vivre pour les nuls, pour être capable d'appliquer la politesse et l'entre-gens pour ceux qui ne l'ont pas acquis au cours de leur parcours. Donc, les Nations Unies, entre 2005 et 2014, ont essayé de réfléchir à qu'est-ce qu'il était nécessaire de mettre en place pour que, en tant que génération, on soit en capacité de répondre aux besoins présents de notre société, mais en prenant en compte le fait qu'on ne peut pas laisser les générations futures avec des dettes. Donc face à ce double enjeu, les Nations Unies ont développé un programme qui s'appelle Programme pour l'éducation vers un développement durable. Et à l'intérieur de son programme, ils ont identifié une compétence essentielle qui est celle du savoir-agir, du savoir-vivre ensemble. Sans rentrer dans le détail, ce qu'ils expliquent, c'est qu'on soit performant, qu'on soit formé, oui, c'est nécessaire. Mais si on n'est pas en capacité de mettre en commun nos ressources, on ne va pas être en mesure de laisser une société qui va permettre aux générations futures de fonctionner. Donc, cette introduction m'amène au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, celui de la collaboration interprofessionnelle centrée sur la personne et ses proches, qu'on résume par l'acronyme de SIP. Pourquoi la collaboration ? Encore une fois, ça s'inscrit dans un contexte social qui est déterminant. C'est-à-dire que vous le savez sans doute mieux que moi, le réseau de la santé et des services sociaux est confronté à un certain nombre de défis qui sont liés notamment à l'évolution socio-économique. C'est-à-dire qu'on est face à un contexte social où il y a de plus en plus de personnes qui sont en difficulté,
Les situations rencontrées par les personnes sont de plus en plus complexes. Donc dans ce contexte-là, en tant que professionnel, il est de plus en plus difficile, voire impossible, d'être en mesure de répondre seul aux besoins de notre client. C'est-à-dire que si je prends un exemple, moi aujourd'hui en tant que travailleuse sociale, je sais bien que seule, je vais avoir moins de chances de répondre aux besoins de la personne que si je mets en commun les expertises des personnes qui sont autour de moi. Je vais revenir un peu plus loin sur la définition plus stricto sensu de la collaboration interprofessionnelle. Peut-être juste avant d'avancer davantage sur cette question de la collaboration, d'identifier quels sont les avantages au sein du réseau de la santé et des services sociaux de mettre en place cette dynamique. Autant dans la littérature, il y a différents débats autour de son concept, autant on arrive avec un consensus. C'est-à-dire que l'ensemble des auteurs s'accordent à reconnaître que la collaboration interprofessionnelle permet d'augmenter la qualité des services qui sont offerts à la personne. C'est-à-dire que c'est démontré par différents auteurs que lorsqu'une personne est accompagnée dans un contexte de collaboration, ça va lui permettre d'être mieux suivie. Pour terminer sur les avantages qui sont identifiés en termes de collaboration interprofessionnelle, ce qu'on voit également, c'est que les professionnels qui exercent dans ce contexte évaluent qu'ils ont une meilleure satisfaction au travail. C'est-à-dire que la collaboration interprofessionnelle peut être vue comme une stratégie préventive à l'épuisement professionnel, au burn-out, et que ça a également des avantages pour les établissements. C'est-à-dire que ce qui est évalué, c'est que lorsqu'un établissement est en mesure de soutenir des pratiques en collaboration efficientes, cela entraîne une réduction des coûts de service et des délais de traitement. Il y aurait d'autres avantages, mais pour aujourd'hui, c'était juste ceci que je voulais déposer. Dans le cadre de mon mémoire, moi, ce qui m'a questionné, c'est décrit que la collaboration, c'est bien. C'est décrit que ça a des avantages pour tout le monde. Sauf que concrètement, dans la pratique, il y a un certain nombre de défis qui se manifestent, des fois sans qu'on s'en rende compte. Peut-être avant d'aller plus loin, je serais curieuse de savoir, dans la salle, est-ce que vous pourriez lever la main, ceux qui travaillent dans un contexte où ils interagissent avec d'autres professionnels, juste pour me donner une idée. Ok, donc on voit effectivement que c'est une majorité. Ce qui m'a intéressée sur cette question de la collaboration, en lien avec ce que j'ai présenté précédemment, c'est la dimension relationnelle de la collaboration. C'est-à-dire qu'on le sait, pour pouvoir travailler ensemble, ça va être important que je puisse effectivement créer une relation. Parce que sans doute, vous l'avez constaté dans vos pratiques, faire de la collaboration seulement en s'envoyant des courriels sur « toi tu fais ça, moi je fais ça », au bout d'un moment, ça peut devenir un peu compliqué, puis ça peut créer des malentendus ou des frustrations ou créer des augmentations des délais de prise en charge. Ce que je disais, puis c'est en lien avec la présentation que Marie-France a fait tout au début. Moi, tout au long de mon parcours, j'ai multiplié les expériences personnelles et professionnelles pour essayer d'aller à la rencontre des gens, que ce soit dans mon parcours de travailleuse sociale ou quand je suis allée travailler au Cameroun ou dans différents pays d'Europe. Ce qui me passionnait, c'est de voir comment, moi, en tant que personne, j'étais en capacité de créer une relation de confiance, une relation fonctionnelle avec les gens que je rencontrais. Le lien a été du coup d'autant plus intéressant que ce qui ressort dans la littérature et qui est peu exploré, c'est que la collaboration constitue avant toute chose une expérience de relation. C'est-à-dire on peut mettre en place des mécaniques d'échange, on peut mettre en place des processus de transmission, des plans d'action. Si la relation intrapersonnelle n'est pas là, les processus ou les techniques ne suffiront pas à compenser. Ce qui caractérise une relation, puis c'est ce qu'on est en train de vivre là présentement, c'est essayer de créer une relation avec quelqu'un sans lui parler. Sans doute qu'au niveau non-verbal, vous allez réussir à lui passer un certain nombre de choses, mais il y a un moment où vous allez avoir l'élan de lui partager ce qui est présent pour vous. Donc moi, les deux points de repère qui ont été les miens au tout début de ma recherche, c'est sur cette question de relation et de communication. Ça va ?
Là, on rentre un peu plus dans la technicalité conceptuelle. Je vais essayer de faire ça court et simple. C'est juste pour vous situer, vous donner des repères par rapport au cadre de la recherche. Donc moi, pour réfléchir à mon projet de recherche, je me suis inspirée de 3 cadres conceptuels qui sont les plus connus pour ceux qui travaillent sur la collaboration interprofessionnelle. Donc c'est le continuum des pratiques qui a été développé par le RCPI, le schéma des compétences en interprofessionnel développé par le CPIS et un autre schéma développé par 2 auteurs de référence qui sont Damour et Wandassa. Donc, je ne vous ai pas présenté ces 3 schémas pour ne pas créer de confusion, mais celui-ci, à quelque part, c'est la synthèse de ces 3 cadres conceptuels. Donc, on voit ici que la collaboration, c'est un processus collaboratif. Donc, c'est quelque chose d'évolutif qui n'est pas figé dans le temps, qui vise l'atteinte d'un certain nombre de résultats. Pourquoi ces résultats? Je l'ai dit précédemment, c'est parce qu'on a identifié que la collaboration interprofessionnelle permettait un certain nombre de bénéfices qui sont remis ici, donc une meilleure prise en charge pour la personne, une augmentation de la satisfaction et du bien-être pour les professionnels et une efficience pour l'organisation. Pour atteindre ces bénéfices, il est important que la collaboration permette une vision commune entre les différents professionnels assis autour de la table pour que ça amène ensuite des objectifs à un plan d'action partagé. Pour arriver là, il y a un certain nombre de balises sur lesquelles il est important que les différents professionnels cheminent ensemble. En effet, ce qui est donc démontré, c'est que dans ce processus, il est important que se construise une interdépendance professionnelle, donc au niveau interactionnel entre les personnes. Dans ce processus, il y a 4 compétences qui sont essentielles. La clarification des rôles. Si je suis travailleuse sociale et que je n'ai aucune idée de ce que fait ma collègue infirmière, ça va être difficile de pouvoir construire une vision commune. Il faut qu'on puisse également élaborer un travail d'équipe, donc qu'on puisse créer un nous qui puisse effectivement être orienté vers cette volonté d'atteindre ces résultats. Il est également important en cours de route qu'on puisse résoudre les conflits, c'est-à-dire que si on est amené à travailler ensemble, puis que la chicane pogne, comme vous dites en bon québécois, et qu'on n'en fait rien, ça va être compliqué pour la suite des objectifs. Enfin, il est important que soit mis en place un leadership collaboratif, c'est-à-dire que l'ensemble des professionnels favorise l'émergence et la prise de responsabilité des personnes autour de la table. Donc ça, c'est comme les 4 compétences essentielles. Comme je le disais tout à l'heure, essayez de mettre tout ça en place sans vous parler, bonne chance. C'est pour ça que ce qui est décrit, c'est que la communication interpersonnelle est une compétence transversale à la mise en place de ces 4 compétences. Et que l'autre compétence transversale, c'est l'approche centrée sur la personne. Puisqu'on le sait, dans nos cadres de pratique, ce qui nous tient à cœur, c'est de pouvoir offrir des services de qualité à nos clients, personnes, donc en mettant en place une dynamique centrée sur leurs besoins. Au niveau de ce qui est décrit dans la littérature sur cette question de la communication, ce qu'on dit, c'est que pour que tout ça fonctionne, il faut créer une dynamique de confiance, d'ouverture et d'authenticité. Ça, c'est écrit, mais concrètement, comment est-ce qu'on fait pour créer ça entre nous ? C'est à partir de cette question que j'ai élaboré mes interrogations de recherche, à savoir que celles-ci sont doubles, c'est-à-dire que j'ai voulu vérifier est-ce qu'une formation en communication consciente, donc une formation qui porte sur la dimension relationnelle de la communication, peut avoir un impact favorable sur l'optimisation de la collaboration interprofessionnelle. Et j'ai voulu également voir est-ce qu'une formation d'une journée est acceptable et adaptable dans le contexte actuel du réseau de la santé et des services sociaux. Donc là, c'est vraiment mes 2 questions. Est-ce qu'on peut le mettre en place et qu'est-ce que ça fait sur la collaboration quand les professionnels sont formés? Excusez-moi. Donc là, on rentre sur ce qui m'intéresse, ce qui a motivé l'étude au départ, l'approche de la communication consciente. Je pourrais, je pense, vous parler toute l'après-midi de cette approche-là. Je vais faire ça
en 2 minutes en espérant juste vous mettre en appétit pour que vous puissiez aller lire davantage. C'est une approche qui a été développée par un élève de Carl Rogers qui était juif américain. Et c'est une information qui est importante, c'est-à-dire que Marshall Rosenberg, lui, il a vécu à Détroit dans les années 1930 et en tant qu'homme, il s'est posé une question. À Détroit, dans cette période-là, il y avait des espèces de conflits armés entre les Blancs et les Noirs. Donc lui, en tant qu'individu, il s'est demandé comment c'est possible que quand je marche dans la rue, je vois ces gens s'entretuer, puis dans le même temps, je rentre chez moi, puis je vois ma grand-mère qui prend soin de mon grand-père. Je trouve qu'il y a une espèce... Lui, dans sa réflexion, c'était comme... Il y a une espèce de dichotomie humaine dans ces deux constats. Comment, en tant qu'individu, on peut faire le meilleur et le pire ? Donc il s'est inspiré des travaux de différents économistes, sociologues qui ont travaillé à la fois sur cette notion des besoins et sur cette notion des émotions. Pour vous donner un exemple réel, là je suis en train de parler, je vois que j'ai la bouche sèche, puis il y a quelque chose en moi qui est un peu fébrile. Ça roule vite en dedans. Non, non, c'est bon, j'ai de l'eau. J'ai de l'eau, Marie, je pense. Ouais. Donc là, si je suis attentive à ce qui se passe pour moi, mon baromètre, il me signale des choses. Je suis dans le rouge au niveau de mon hydratation, puis je suis dans le orange au niveau de mon niveau de stress. Ces indicateurs-là, ils me renseignent sur c'est quoi mes besoins. J'ai un besoin de sécurité, j'ai un besoin de confiance. Juste en le disant, je suis en train de m'offrir de l'auto-empathie. C'est-à-dire que je prends conscience, à partir de mes émotions, qu'il y a quelque chose qui se manifeste en moi. Et au lieu de le garrocher sur la table de vite, 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 je vais finir, après ça va être correct, je vais pouvoir aller respirer. Non, non, je m'arrête. Puis je prends responsabilité de ce qui se passe pour moi. Puis je vais prendre de l'eau. Je pourrais rentrer un peu plus tard dans le détail de cette approche, mais là, ça permet de schématiser un peu l'idée qui est derrière. Puis pour vous le donner à voir de manière encore plus vivante, je vais illustrer une situation que j'ai vécue avec mon cher directeur de mémoire pour de vrai. Donc Serge est mon directeur de mémoire, puis c'est aussi mon patron, c'est-à-dire que c'est mon boss au RCPI. Et au début du mois de septembre, on a une rencontre tous les deux pour discuter de mon contrat. Je vais prendre mon écharpe pour symboliser ce qui s'est passé entre nous. Donc lui, il tient son bout de relation, puisque je refais du lien avec ce qui s'est dit tout à l'heure, on est dans une dynamique relationnelle avant toute chose. Moi, je tiens mon autre bout et je vais le voir pour lui parler de mon contrat. Tu sais, Serge, là, faire des recensions des écrits, je suis plus capable. Moi, j'ai besoin de davantage de défis. Je m'ennuie au RCPI, ça n'a pas d'allure, là. Je pourrais-tu... Là, il y a un projet, le projet Clip. Moi, on m'a proposé d'avoir des responsabilités là-dedans. Ça me plairait bien, là. Ben, j'entends ça, Anne-Claire, mais je dois dire que je suis un peu préoccupée de ta réussite scolaire. C'est que c'est important que tu puisses travailler dans des sujets qui t'intéressent, tout ça. Mais, je veux dire, moi, je suis inquiet de voir, ben, tu es curieuse, tu es intéressée à plein de choses, puis c'est une belle qualité, tout ça, mais ces multiples engagements, moi, ça me rend inquiet par rapport à ta diplomation. Puis, je suis quand même sensible au fait, tu sais, qu'il y a plus de la moitié de nos étudiants gradués qui, finalement, ne diplôment pas, pour différentes raisons. Et parfois, l'éparpillement peut être une de ces raisons. Ouais, mais tu sais, Serge, tu me dis ça, mais moi, je suis allée chercher 2 autres contrats parallèles pour essayer de me nourrir. Puis regarde, l'année dernière, j'étais en responsabilité au RCPI parce que ça allait pas. Puis est-ce que j'ai échoué mon mémoire? J'ai été capable de déposer à l'éthique 6 mois avant la date prévue. Ben, tu soulèves un point important, tu en responsabilité de dossier. Okay, je pense qu'on peut s'arrêter là. On veut la fin. Oui, on va continuer tantôt. Oui, on fait la deuxième partie. Juste, ne te rassois pas tout de suite, je vais avoir besoin de toi. Juste là, qu'est-ce que vous observez? Ça tire. Ça tire, C'est oui. couvert, mais là, c'est le foulard. Ok. C'est parce que tu tires sur ton châle en fait et tu te rapproches de lui finalement. Là, c'est comme si finalement tu étais sous son autorité et que tu n'avais pas vraiment le choix. Ouais. C'est vrai. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont observées? Vous êtes
Vous défendez chacun vos points, mais vous n'allez pas entendre ce qui est vraiment chez l'autre. Alors effectivement, dans cet échange-là, il a ses arguments de directeur de mémoire, il me ramène ses statistiques, puis moi je suis là, il m'énerve avec ses statistiques. Tu sais, c'est comme la rencontre, elle se vit pas, on essaye de s'argumenter mutuellement et on est donc dans un rapport de compétition. C'est celui qui va avoir le plus d'arguments qui va pouvoir gagner sur l'autre. Dans le cadre de cet échange, à un moment, oui. Ah, merci. Je croyais que tu avais une question. Merci Michel de me rappeler le temps. Dans le cadre de cet échange, moi, à un moment, j'ai fait comme un arrêt sur image intérieurement, puis je me suis dit, attention, je vois qu'il y a quelque chose en moi qui est tellement énervé qu'elle a envie de prendre la porte, puis je lui dis, regarde Serge, tu comprends rien, ça m'énerve. Puis je me suis rappelé que je me forme en communication consciente, fait que là, je me suis dit que c'était le bon espace pour essayer d'utiliser... Donc la suite de la situation, donc j'ai pris une grande respiration, je me suis un peu reculée sur ma chaise, puis j'ai essayé, avec mon état de présence du moment, de lui offrir de l'empathie. Dans le fond... Faute d'en avoir. Faute d'en avoir. Du coup, ce que je lui ai dit, c'est... dans le fond, Serge, ce que tu me dis, c'est que tu es préoccupé parce que tu as vraiment à cœur que je puisse terminer ma maîtrise. Est-ce que c'est ça qui est présent pour toi ? Tout à fait. Tout à fait. Pour moi, c'est ma priorité. Ok, fait que tu as comme vraiment un besoin de sécurité. Oui, je référais tantôt à une expérience qu'on a vécue il y a quelques mois, où effectivement tu es en responsabilité de projet. Puis pour moi, ça me ramène l'importance que, comme étudiante, tu peux être investi dans beaucoup de projets, tu peux être investi, mais pas être en responsabilité de projet. Parce que c'est vrai, j'ai à cœur que tu termines, c'est la principale raison de notre relation, finalement. Ben, tu sais, moi, je vois que ça me soulage parce que terminer, c'est aussi quelque chose qui est essentiel pour moi. En même temps, j'ai aussi besoin de me sentir stimulée. Est-ce que tu seras à l'aise qu'on regarde ensemble les meilleures stratégies pour prendre soin de ce besoin de sécurité qui est entre nous, mais aussi mon besoin de stimulation? Tout à fait. Ok. Je peux arrêter là-dessus, puis juste pour finir l'histoire, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir du moment où on a été capable de se reconnecter, ce que Serge m'a proposé, c'est que par rapport au projet dont je lui parlais, c'est que j'évalue les différentes échéances du projet pour que je vois si c'était compatible avec mes échéances de mémoire. Fait qu'à partir de l'identification de nos deux besoins, on a pu trouver une stratégie qui nous permette de nous rejoindre. Voilà. Ça explique rapidement l'impact que peut avoir le savoir-être de la communication consciente dans un contexte de collaboration. Pour rentrer sur la présentation de mon étude, c'est donc moi j'avais envie de faire une recherche où je puisse tester d'une certaine façon ce que vous venez de voir. Donc pour ça, j'ai réuni deux équipes de professionnels qui ont été mis en situation d'échange clinique. Donc on leur a proposé une vignette clinique au cours de laquelle ils ont dû échanger sur la situation. Donc il y avait deux équipes, chacune de ces équipes est passée l'une après l'autre. Pendant ce temps-là, les deux équipes étaient évaluées par deux observateurs qui évaluaient leur performance individuelle, c'est-à-dire en tant que professionnels, comment ils sont capables de mettre en place une dynamique de collaboration avec les compétences nécessaires. Puis ces observateurs observaient également la performance du groupe en tant qu'équipe. Ces deux équipes ont ensuite été formées ensemble à une journée de communication consciente, donnée par un formateur et une assistante, donc moi-même. Puis, à la suite de cette formation, il y a eu un post-test dans des conditions similaires au pré-test, où encore une fois, les deux équipes ont été évaluées donc dans les mêmes conditions que précédemment. Puis, à la toute fin, ces deux équipes ont été rassemblées pour une entrevue de groupe où on a pu recueillir un peu ce qui retenait de cette expérience. Je ne vais pas rentrer ici dans les détails méthodologiques, je tiens juste à vous dire que là je vous le présente dans un contexte où les résultats sont encore à travailler, l'analyse n'est pas encore élaborée, mais ça nous donne quand même des premiers points de repère sur l'impact de cette démarche de formation. Peut-être juste pour vous donner la clarté. Ouais.
Au niveau des outils d'évaluation, ce qui a été regardé entre le pré-test et le post-test, c'est d'une part, est-ce que l'équipe en tant que groupe est capable de mieux élaborer à la suite de la formation sa vision commune et ses objectifs et plans d'action. Donc est-ce que la performance groupale après une formation en communication consciente change? D'une part, ça c'était la première interrogation. Et la deuxième interrogation, c'est est-ce que les compétences individuelles des personnes évoluent après la formation? Ça m'amène à vous présenter mes tableaux de résultats. Donc pour les 9 participants, ce qui ressort après la formation en communication consciente, c'est qu'il y a effectivement une évolution chez certaines personnes des compétences. Le rouge donc, signifie les personnes qui n'ont pas vu leurs compétences augmenter. Le vert, c'est là où ça a augmenté, et là où il y a un 0, c'est là où ça reste neutre. Je vais revenir un peu plus loin sur ces résultats, là je vous les donne juste à voir. Donc ça, c'est sur les performances individuelles. Sur la performance groupale, donc en tant qu'équipe, qu'est-ce qui évolue? Ce qui ressort de plus fondamental entre le pré-test et le post-test, c'est la capacité du groupe à élaborer un plan d'action. Ça a vraiment été l'élément fondamental. Ce qu'on voit au niveau des différents indicateurs quantitatifs, c'est au pré-test, oui, les professionnels se mettent d'accord sur la vision commune, mais ils ont après la difficulté à l'opérationnaliser ensemble dans quelque chose qui soit vraiment interprofessionnel. Alors que dans le post-test, l'élaboration du plan d'action est davantage au rendez-vous. Au niveau des premiers constats, ce qui ressort, c'est que dans le réseau de la santé et des services sociaux, nos professionnels sont très compétents. C'est-à-dire qu'au pré-test, il y avait des cotes en termes de performance individuelle qui étaient très élevées. Mais ces performances individuelles sont contrebalancées par une performance en tant que groupe, en tant qu'équipe, qui est moins efficiente, donc qui ne permet pas vraiment d'élaborer des objectifs interprofessionnels. L'autre élément qui ressort, c'est la progression sans équivoque au niveau de la compétence relative à l'approche centrée sur la personne et les proches. Ça ressort aussi dans l'entrevue de groupe, donc là j'ai pas les éléments parce que c'est en cours d'analyse, mais spontanément quand j'ai lu ce qui a été échangé, les professionnels sont en capacité de dire j'entends mieux les besoins de la personne parce que je comprends mieux mes besoins et je comprends mieux les besoins de mon collègue. Donc ce qui est acquis pour soi-même en tant que savoir-être, comme capacité à être conscient de ce qui se passe pour moi, comme je l'ai vécu de l'intérieur, je peux le transposer avec mes collègues et avec mes clients.